Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur Monaco Info en ce 1er mai. Dans le sommaire de cette nouvelle édition du sport, l'AS Monaco FC se prépare à affronter Metz demain, un match capital. Vous entendrez dans quelques minutes le coach et l'un de ses joueurs en conférence de presse. Après avoir laissé place à la patinoire, la piscine du stade nautique est à nouveau accessible depuis ce matin. Nous étions auprès des premiers nageurs. Des nageurs ravis de retrouver un peu de fraîcheur face aux températures qui augmentent, y compris celle de l'eau. La Méditerranée est en surchauffe, c'est le cri d'alarme de Jean-Pierre Gattuso. L'océanographe sera l'invité de ce 19h. Et puis la 10e édition d'Art Monte Carlo s'achève ce soir au Grimaldi Forum. Des jeunes en terminale option art plastique y ont participé à leur manière. Reportage à suivre. Mais avant de développer ces titres, laissez-moi vous souhaiter, au nom de toute la rédaction, un bon 1er mai. Vous étiez nombreux aujourd'hui à profiter de ce jour férié et à respecter la tradition du muguet, riche en symboles. Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni sont allés à votre rencontre sur la place d'Armes ce midi. Je pense que c'est une habitude qu'on a prise. Ça fait plaisir toujours, moi, à mon épouse, c'est la moindre des choses. Et puis il y a une symbolique derrière qui est très agréable à perdurer, oui, tout à fait. Je pense que c'est surtout pour une pensée aux autres et de dire que la vie est belle et que ça continue et que c'est ensemble qu'on peut avancer. Alors c'est important parce que pour nos proches, pour nos amis, pour fêter le printemps et surtout pour leur dire qu'ils comptent pour nous et qu'on les aime. Ça va égayer un petit peu la maison, ça va sentir bon, ça va être agréable à regarder. Historiquement, c'est pas super important, mais moi je viens d'une région dans l'ouest de la France où le muguet est récolté et c'est très important dans cette région-là. Alors, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est un peu la symbolique d'offrir aux enfants et aux parents. En plus d'être une fête civile du travail, le 1er mai est une date importante pour les catholiques qui célèbrent Saint-Joseph artisan. Un grand pèlerinage diocésain était organisé au sanctuaire de Laguet ce matin. L'archevêque Monseigneur Dominique-Marie David et tout le clergé de Monaco ont invité les fidèles à venir prier au pied de la Vierge Marie, à laquelle l'Église consacre le mois de mai. Ouvrons à présent une page sport avec d'abord du basket et ce match perdu pour Monaco hier face à l'Olympiakos. Les Monégasques se sont inclinés de 30 points face au club grec. Fait marquant de la rencontre, Mike James a été éjecté peu avant la mi-temps pour un geste déplacé envers les arbitres. La Roca Team est désormais menée 2-0 dans la série. Elle recevra l'Olympiakos mardi soir à Gaston Médecin. Une victoire est impérative pour les Rouges et Blancs s'ils souhaitent prolonger leur aventure européenne. Victoire obligatoire également pour les hommes de Sébastien Pocognoli. L'AS Monaco FC se déplace à Metz demain soir pour la 32e journée de Ligue 1. Actuellement 7e, à 3 journées de la fin, les Monégasques sont dos au mur et doivent sortir victorieux de cette rencontre pour rêver d'une Coupe d'Europe la saison prochaine. Le coach Lamine Camara était en conférence de presse. Je pense que les joueurs sont réceptifs, qu'on peut terminer la saison avec un bon sentiment, avec potentiellement un deuxième tour très positif si on aborde bien ces 3 matchs et d'aller décrocher, je l'espère, le football européen. Ça ne tient qu'à nous. Il faudra faire face à 3 adversaires et déjà ce week-end Metz qui aura, je pense, à cœur de tout donner pour continuer à avoir de l'espoir dans la Ligue 1 et je m'attends à un match très compliqué, donc il va falloir qu'on soit à plus que 150%, j'ai envie de dire. On croit toujours qu'on peut remonter au classement. La saison n'est pas encore terminée, il reste 3 matchs. Et voilà, les buts, c'est vrai que c'était beau et que ça sert à quelque chose après. On a eu le match nul contre Toulouse, ça sert à quelque chose à la fin. Et voilà, on sait que rien n'est encore joué. Il y a des matchs à venir et c'est des matchs importants. On va essayer de les prendre au sérieux et de gagner ces matchs pour coller au tableau. Enfin, ce jeudi soir, c'était le dernier match de la saison pour la SM Badminton. Fort de 8 succès en 9 rencontres, les Monégasques étaient en position de force pour valider leur montée en régional. Face à la SPTT Nice, les joueurs de la Principauté ont été sérieux, comme vous allez le voir dans ce reportage, signé Yannick Debévert et Thomas Deus. Monaco devait seulement gagner 3 matchs pour assurer sa montée en régional à l'issue de cette saison 2025-2026 de badminton.
Face à la SPTT Nice, les Monégasques ont été sérieux en récoltant leurs 3 victoires très rapidement, synonyme de libération. C'était une année assez sportive. On a gagné toutes nos rencontres, sauf une. Mais du coup, on monte en régional et je suis donc très fière de notre équipe, de leur engagement et des résultats qu'on a eus. Une rencontre d'interclub se joue en 8 matchs normalement. 4 en simple, 4 en double et double mixte. À part un faux pas face à Cagnes-sur-Mer, Monaco a été nettement au-dessus des équipes de son groupe. De quoi nourrir des ambitions pour la prochaine saison à l'échelon supérieur. C'est des déplacements plus lointains, c'est d'autres équipes, d'autres départements. Mais c'est une équipe bien motivée parce que là ils se sont accrochés. Il y a encore un match mais ça y est, on est premier, on est assuré d'être premier. Donc ils vont terminer la rencontre en s'accrochant jusqu'au bout. Et l'année prochaine ils sont déjà à fond pour recomposer l'équipe et repartir. 4 ans plus tard, les Monégasques vont retrouver le championnat régional avec plus d'intensité, plus d'adversité, mais sans doute plus de plaisir encore. Le Stade Nautique Régnier 3 rouvre ses portes pour la saison estivale après avoir accueilli la patinoire durant l'hiver. Avec son eau de mer filtrée directement prélevée dans le port de Monaco, le bassin a attiré les nageurs dès 9h ce matin, venus nombreux pour retrouver les joies de la baignade en plein air. Marie Bonnet-Blanc et Camille Caloni. Une eau à 27 degrés, le soleil au rendez-vous, difficile de rêver mieux pour la réouverture de cette piscine à ciel ouvert. Avec son bassin d'eau de mer filtrée et ses 50 mètres de long, le site séduit autant les nageurs confirmés que les amateurs de détente. J'attendais ce jour avec impatience et je voulais être un des premiers à renager dans cette piscine où je viens chaque été. Je suis venue avec mes 2 petites filles qui ont attendu justement l'ouverture de la piscine. Elles sont très contentes, elles sont en train de nager et on est content que la saison reprenne. Ça fait du bien, après autant de mois, vous savez, avec l'hiver, le gris, pouvoir revoir le soleil et nager, ouais, c'est vachement agréable. En plein cœur de Monaco, la piscine propose plongeoir, toboggan et espace de détente. Les bassins sont surveillés toute la journée par des maîtres nageurs qui sont également présents pour accompagner les nageurs dans leur activité sportive. On propose plusieurs cours qui sont adaptés pour tous les publics. Pour les enfants, nous proposons des leçons de natation à partir de 5 ans pour apprendre les bases. Et nous proposons aussi des cours pour les adultes, pour débuter, mais aussi pour ceux qui sont un peu plus confirmés pour perfectionner leur nage. Et pour prolonger l'expérience, des cours encadrés sont également proposés, de l'aquabike, de l'aquagym, de quoi allier sport et plaisir dans un cadre exceptionnel en bord de mer. Est-ce qu'elle permettra de nous rafraîchir encore longtemps cette eau de mer? Pas sûr. La Méditerranée a déjà pris un petit coup de chaud le mois dernier. Sa température moyenne de surface était de 17,16 degrés. Il s'agit du 4e mois d'avril, le plus chaud jamais observé. Doit-on craindre le pire pour cet été? Patricia Navarro s'est entretenue avec l'océanographe Jean-Pierre Gattuso. Bonsoir. La Méditerranée bat actuellement des records de température et ce dès le mois d'avril. En quoi cette précocité est-elle particulièrement inquiétante par rapport aux années précédentes? Eh bien, comme vous le savez, on a de plus en plus souvent des canicules marines en Méditerranée. En général, ça se passe fin août, septembre. Et donc le fait qu'on ait déjà une Méditerranée qui soit chaude à cette période de l'année, donc fin mars et en avril, ça augure rien de bon évidemment pour la période d'été. Il n'est pas impossible qu'on ait des canicules qui soient plus longues ou plus intenses que précédemment. Et quelles sont les principales causes de ce réchauffement exceptionnel à cette période de l'année? De façon générale, l'augmentation de température dans les mers et les océans, ça provient du fait qu'on rejette beaucoup de gaz carbonique dans l'atmosphère et que malheureusement l'action climatique existe, mais elle est trop modeste. On a toujours beaucoup de CO2 dans l'atmosphère. Et l'essentiel de ce CO2 est en fait créer une augmentation de l'effet de serre et les mers et les océans absorbent plus de 90% de l'excès d'énergie, donc ça réchauffe beaucoup mer et océan. Et vous dites que cela fait craindre le pire pour cet été. Quel scénario concret redoutez-vous pour les mois à venir? On a une station ici dans la rade de Villefranche-sur-Mer où on mesure la température toutes les heures. On a battu un record en 2024. On a atteint près de 30 degrés, 29,9.
ce qui est absolument ahurissant. C'est 2 degrés au-dessus des normales de la saison. Et aujourd'hui, au moment où je parle, on est déjà 1,5 degré au-dessus des normales pour la saison. Donc on démarre très très tôt la saison. Et donc voilà. Et quelles pourraient être alors les conséquences sur les espèces marines de Méditerranée ? Alors il y a deux aspects. Le premier, c'est l'augmentation de la température à long terme. C'est une augmentation qui est graduelle et qui, en fait, a pour conséquence des espèces qui nous arrivent de la mer Rouge, des espèces tropicales, et qui arrivent jusque sur nos côtes pour certaines. Donc ça, c'est l'augmentation graduelle de la température. Il y a des événements extrêmes, et ça, c'est les canicules marines, qu'on rencontre de plus en plus souvent en été. Et à chaque fois qu'on a une canicule marine, en fait, on a des mortalités massives de coraux, de mollusques, d'échinodermes, c'est-à-dire des oursins, des étoiles de mer, le corail rouge, les gorgones. Donc ça a pour conséquence une perte de la biodiversité régulière. Et comme certaines de ces espèces, en fait, ont des taux de croissance qui sont assez lents, entre un événement de mortalité et le suivant, elles n'ont pas le temps de retrouver leur développement normal et leur abondance et leur taille normale. Et donc on perd comme ça, petit à petit, de la biodiversité. Merci pour ce décryptage, Jean-Pierre Gattuso. Merci d'avoir été notre invité pour évoquer ce réchauffement précoce de la Méditerranée. Merci à vous. Ils sont élèves en terminale, option arts plastiques, et ont pour mission, depuis le début de l'année, de participer à l'achat d'une nouvelle œuvre pour les collections du nouveau Musée national de Monaco. Cette initiative fête son 10e anniversaire, elle n'est pas nouvelle. Alexandra Pani et Thomas Deus se sont rendus auprès de ces apprentis collectionneurs au salon Art Monte-Carlo qui se referme ce soir au Grimaldi Forum. Au milieu des stands d'art Monte-Carlo, de jeunes visiteurs se frayent un chemin. Ils observent, prennent des notes, puis se lancent auprès des galeristes présents. Ils ont pour mission l'acquisition d'une nouvelle œuvre pour le NMNM. On a fait un premier tour, on a regardé un petit peu les œuvres qui nous intéressaient. Et après, on est retourné là où les œuvres elles nous ont vraiment flashé. Donc c'est peut-être par rapport aux couleurs ou comment c'est mis en place. Et donc oui, c'est plutôt sur un coup de cœur. Donc après, on va voir soit la personne qui est à une table posée près de l'œuvre et on lui pose des questions sur c'est qui l'artiste, sa démarche, quelle technique il utilise. C'est les œuvres derrière moi circulaires. Donc elles m'ont attiré surtout la couleur mais également la forme. Et on a pu échanger avec les personnes ici et on a appris que ça représente l'écorce du tronc d'arbre. Et cela tombe bien car un des thèmes pour le musée c'est la nature. Et c'est pour ça que j'ai pu avoir un peu plus d'informations sur l'œuvre. Ils ont leur propre approche et critères de recherche. Louis a jeté son dévolu sur cette photographie de Sugimoto. Je trouve que c'est très intéressant de nous emmener ici. Je pense que là où l'art moderne se trouve, c'est dans les galeries comme ça. C'est bien de voir des œuvres sur Internet, etc., en cours. Mais pouvoir les voir en vrai, pouvoir voir la texture, pouvoir voir, comme je disais, certains détails que j'aurais peut-être pas vu sur les versions numériques, c'est très intéressant à voir. Tels de véritables collectionneurs, ils se renseignent auprès des galeries, tiennent compte du budget qui leur a été fixé, une démarche qui impressionne les professionnels. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un milieu qui peut être fermé pour beaucoup de personnes, surtout pour des jeunes de leur âge. Et je trouve que c'est une bonne motivation pour les pousser à déjà à apprendre plein de choses et à voir que l'art c'est dans les musées mais c'est aussi dans un contexte commercial. Cette initiative a été lancée en 2017 par le NMNM et offre la possibilité à ses élèves de découvrir de manière concrète les réalités du marché de l'art. Là c'est l'aboutissement de tout un programme, de plusieurs ateliers, de rencontres, de workshops dans lesquels on les forme aussi à entendre, comprendre comment fonctionne le marché de l'art, comment fonctionne le musée, comment les collections se constituent, comment un artiste aussi fonctionne en lien avec les collections, puisqu'on a des programmes de résidence qui sont déclinés sur la logique, le projet de la collection. Et donc effectivement là c'est une journée clé, puisque c'est le moment où ils sont supposés avoir tout bien entendu de tout ce qu'on leur a expliqué, et que ça se concrétise avec leurs propres propositions singulières, originales, et qui vont ensuite là maintenant dans les prochains jours devoir constituer, argumenter, présenter jusqu'au jury qui aura lieu le 22 mai prochain au
lycée hôtelier technique de la Principauté. Une expérience originale pour ces élèves qui pourra susciter chez certains d'entre eux des vocations. Art toujours, Collecte MC présente sa 4e exposition collective. Installée boulevard de Suisse, l'espace accueille une vingtaine d'œuvres originales réunies sous le thème « Les praticiens de l'infernal », un titre emprunté à l'univers de la bande dessinée de Pierre Lapolice qui explore avec ironie la notion d'idiotie. Marie Bonnet-Blanc et Hugo Comasa ont assisté au vernissage hier soir. Au mur, au sol, parfois même en mouvement, une vingtaine d'œuvres prennent vie dans cet espace intimiste d'à peine 50 mètres carrés. L'exposition rassemble 7 artistes émergents, une proposition artistique simple et ludique qui invite à porter un regard décalé sur le monde contemporain. Si on prend deux exemples, je pense à ce store vénitien et ces avions qu'on est venu piquer, qu'on est venu lancer comme ça malicieusement. Il y a une pièce que vous verrez peut-être par la suite, qui est une peinture avec un détail de main de Gaston Lagaffe, ces pulls en laine vert, bien laineux. Et en fait, sur l'album de Gaston Lagaffe, il est prêt à lancer un avion en papier. Donc il y a ce jeu-là. Ou bien, par exemple, quelque chose de plus simple à lire, Trouble ou Trouble. On a ce côté malicieux aussi du faiseur de troubles que j'aimais bien et qui fait partie des praticiens de l'infernal. Ici, les artistes mêlent l'absurde, l'idiotie et les couleurs vives. Leur objectif, bousculer les codes, fissurer le sérieux parfois trop rigide du monde de l'art et ouvrir de nouvelles perspectives, une approche originale qui a su séduire. Magnifique. Il y a de la 2D, il y a de la 3D, il y a des œuvres qui bougent, en mouvement, d'autres qu'on a envie de regarder pendant très longtemps. Et c'est intriguant. Je trouve que tous les artistes, justement, ils ont joué le jeu sur des petits pas de côté, en fait, sur la question de l'enfance. Et moi, ce qui me touche beaucoup, en fait, dans cette question un peu de légèreté, c'est le fait qu'il y ait différents médiums et qui donnent à toutes, dans un espace assez confidentiel, justement, cet esprit d'enfance très léger, ce petit pas de côté. Voilà, qui est très, très agréable. C'est plutôt original, surtout par rapport à ce qu'on voit à Monaco d'habitude. Il y a un côté un petit peu rock'n'roll aussi. Moi, j'ai pu voir d'autres expos dans ce lieu et c'est vrai que là, du coup, c'est assez représentatif d'une pluralité d'artistes et qui, pour certains, habitent dans la région. L'exposition Les praticiens de l'infernal est à découvrir tous les jeudis et vendredis de 14h à 20h jusqu'au 13 mai prochain. Quittons le monde de la BD pour celui de nos ancêtres, les Homo sapiens. Le musée d'anthropologie préhistorique propose actuellement une nouvelle exposition baptisée de Toumaï à Sapiens. Elle retrace 7 millions d'années des origines de l'humanité jusqu'à nos jours. Visite guidée signée Fabien Bonnia et Alexandra Paolini. Nous sommes actuellement 8 milliards d'Homo sapiens sur la planète. C'est notre nom savant qui veut dire l'homme sage. C'est peut-être un peu exagéré nous concernant. En tout cas, cette nouvelle exposition au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco retrace toute la lignée humaine du premier représentant de l'humanité, Toumaï, qui veut dire espoir de vie, il y a 7 millions d'années jusqu'à nos jours. On y découvre une très longue histoire, celle de notre espèce, Homo sapiens, qui est apparue il y a 300 000 ans. Alors ça fait déjà pas mal de temps, ça fait beaucoup de générations, mais aussi celle de tous nos cousins, ancêtres, toutes les espèces dites hominines. Il y en a 27, 28 au total qu'ont découvert les paléoanthropologues en fouillant le sol en Afrique, en Asie et ailleurs. Et puis donc essayer de découvrir qui étaient ces gens qui ont vécu il y a 100 000 ans, 500 000 ans, 5 millions d'années, 7 millions d'années. Une salle du musée est entièrement consacrée à cette longue marche de l'humanité avec plusieurs thématiques, une exposition pédagogique et interactive. L'intérêt de cette exposition, c'est de se replonger au sein de nos origines, les origines de l'humanité, de retracer, parcourir 7 millions d'années un peu partout dans le monde. On part depuis l'Afrique et on va se promener un peu partout, en Europe, en Asie, jusqu'à, on va dire, l'entièreté de la planète. Et de découvrir en fait à chaque espace une sorte de nouvelle culture, des ancêtres qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas d'ailleurs, et d'avoir cette surprise en fait à la fois des objets, de restes humains, de céramique vers la fin, et voilà de faire des petites découvertes au fur et à mesure. De Toumaï à Sapiens, au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco, tous les jours de 9h à 18h jusqu'au 15 octobre prochain.
Elles influencent l'humeur, la peau, la masse osseuse ou encore le métabolisme. Les hormones féminines étaient au cœur d'une conférence organisée hier au Méridien. Cet événement a réuni de nombreuses professionnelles et des participantes autour de cet enjeu majeur, longtemps négligé. À cette occasion, Irina Bond, spécialiste du sujet, a apporté un éclairage précieux sur l'hormonothérapie. Écoutons-la. The conference is about in a nutshell, it's about hormone therapy, bioidentical hormone therapy for our ladies in perimenopause and menopause. So we will be talking about, of course, estrogen, the main hormone, a female hormone, but let's not forget that it's not only estrogen for our ladies in our bodies, it's also the whole family of hormones. And that's what I want to really highlight and stress about, that there is the whole family, and we as women, we should be aware because it's our health, long-term health. We would like to educate our women because the minute you know why you are doing it, the how becomes much, much easier. And then you also know where to take this product, how to do it, how to apply, how long you can apply. And so it becomes much safer for women and they become more educated in this subject. And then they take informed decisions. Ce journal est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo présentée par Marie Bonnet-Blanc, ce sera juste après les traditionnelles photos de fin de JT. Elles sont consacrées ce soir au Monaco Rugby Sevens. Stéphane Dana était auprès des 16 équipes qui se sont affrontées toute la journée au stade Prince Héréditaire Jacques à Beausoleil. Ce vendredi, nous reviendrons sur l'événement demain. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. Bonsoir à tous, un début de week-end placé sous le signe du soleil. Demain, le ciel sera largement dégagé avec des températures allant jusqu'à 14 degrés le matin et 17 dans l'après-midi. En ce 2 mai, ce sera également la journée mondiale du thon, une occasion de sensibiliser à la gestion durable des stocks de ce poisson et d'alerter sur les conséquences de leur déclin pour la biodiversité marine. Enfin, sans oublier, nous souhaiterons une très belle fête à tous les Boris.